Mein Name ist Nathalie Oberweis, mein Kollegin Martin Kleinberg und Michel Legrand. Wir sind alle drei Member vom CA, vom Comité pour une paix juste au Proche-Orient. Vielleicht mal ein herzliches Willkommen. Merci, dass ihr bis heute gepackt habt auf das Pressekonferenz. Ihr wisst eigentlich all den Abhänger, zumindest für was wir hier sind, dass Cactus für gut 2 Wochen entschieden hat, eben auf israelische Produkte am Obst und am Gemüse zu verzichten. Da das eigentlich den Abhänger für was wir hier sind, wir gehen aber gerne das ist keine Pressekonferenz zum Cactus mehr vom Comité pour une paix juste. Demno will man eigentlich gerne mehr doch ein bisschen Gründe an Basis durchlegen von dieser Demarche, also vom, was sich der Boykott nennt. Campagne BDS, das nennt sich Boykott Desinvestissement Sanction, die Communiqué de Presse auch in der RNN. Go sich 2005 von 170 palästinensischen Organisationen ausgerufen. Das ist also eine palästinensische Initiative. Die Idee vom Boykott also steht, dass Weltstaaten oder die Communauté international nicht fertig bringt, Israel dazu zu bringen, sich zurückzuziehen aus den besetzten Gebieten, an internationales Recht zu respektieren. Do weinst lanciert die Kampagne BDS sich einen Appell und alle guten Bürger von der Welt für mit friedlichen Moyen, das ist ganz klar eine friedliche Kampagne, Druck auszuüben, ob der Staat die Politik abzugehen. Das ist keine Kampagne, Boykott adressiert sich nicht und Bürger vom Staat Israel nicht und irgendwelche Menschen oder eine Religion. Das ist eine Kampagne, die klar eine Politik kritisiert oder kondamniert an eine Regierung will oder pro Regierungen, die nur wie lange das dauert, will dazu bringen, eben die Politik abzugehen. Und mit der Politik meinen wir ganz klar eine Siedlungspolitik und eine Besatzungspolitik. Weil Siedlungspolitik und Besatzungspolitik existieren nicht auf einer Insel, aber das ist klar eine proaktive Politik von der Regierung von Israel. Da ist eigentlich der Grund, dass der Fakt, dass die Staat Israel noch immer nur bald 50 Jahre Besatzung an einer Impunité General weiter kann besetzen und besiedeln. Da das ein Staat, das ist ein bisschen das Fundamentale von der Kampagne BDS. Wie gesagt, das ist wichtig zu verstehen, dass die Kampagne BDS, was durchgemäß zumindest so geht, der Lern zu den Kolonien wichtig ist, dass Kolonien illegal sind. Und weil zum Beispiel am Obst am Gemüse an dem Haltefall den Unterschied nicht gemacht wird, du schwätzt man nur reinkehren, du weinst da froh mir eben dazu, dass ich nicht die Produkte verzichte. Also der Lern zu der illegalen Kolonisation und zu der proaktiven Politik vom Staat Israel ist wichtig an dem Haltefall. Und es geht nicht darum zu boykottieren aus Friedendrohnen, mit klar für Druck auszuüben eben auf die Regierung. La chose dont je vais vous parler pendant 2-3 minutes, ce sont les différents niveaux du droit international, des réglementations européennes et des réglementations luxembourgeoises, sans parler, je ne l'aborderai pas, on peut en parler après, de toutes les prises de position politiques de l'Union européenne, du gouvernement luxembourgeois, etc. Alors, 5 niveaux, 5 domaines, 5 niveaux de droit sont à l'œuvre ici. Le premier, le plus fondamental, le plus basique, c'est d'une part les droits de l'homme, bien sûr, et en second lieu, concrétisant les droits de l'homme pour les situations de guerre, la 4e Convention de Genève, qui stipule clairement, la 4e Convention de Genève, qu'un occupant ne peut pas s'approprier les terres et les ressources d'un occupé dans les conditions habituelles et normales. Il peut le faire dans certaines conditions nommées expressément. Donc ça, c'est la première chose et c'est fondamental. C'est à ça que se raccroche tout le reste, que ce soit politique, que ce soit au niveau des réglementations. Concrètement, n'oublions pas que les colonies, c'est quoi les colonies concrètement? Ce sont des implantations, disent les Israéliens, ce sont des colonies, disons-nous, et disons-nous aussi en anglais, qui résultent de l'appropriation illégale par un État ou certains de ses agents, l'appropriation illégale de terres qui appartiennent aux Palestiniens et des ressources qui sont liées à cette terre, l'eau, l'énergie, etc. C'est ça qui se passe tous les jours, chaque fois qu'il y a une nouvelle implantation. Et la majorité de ces implantations sont favorisées
dans des campagnes réalisées par le gouvernement israélien. Il y a un certain nombre d'implantations qui sont l'initiative de colons, qui sont considérées comme, entre guillemets, illégales selon le droit israélien, que Israël de temps en temps démolit et que Israël souvent entérine, et puis après les roulottes, vous voyez l'électricité, et puis après l'électricité, vous voyez le dur, etc. 550 000, c'est entre 500 et 600, 550 000 colons vivent dans les territoires palestiniens appropriés aux Israéliens, dans environ 150 à 200 colonies. C'est important de ne pas l'oublier, et tous les jours, il y en a de nouvelles. Ne l'oublions pas. Alors, tous les biens industriels, les services qui y sont produits, les agrumes qui y sont cultivés sont, entre guillemets, corrompus. Ils sont corrompus du fait même de l'illégalité de leur lieu de production et de leurs moyens de production. Et ici, le vieux principe, le vieil adage, qui est plus qu'un adage, se vérifie: la fraude corrompt tout ce qu'elle touche. Ça, c'est la base. Deuxièmement, en 2004, la Cour internationale de justice de La Haye, reprise par après, a émis un avis en juillet 2004, repris dans une résolution de l'ONU quelques semaines plus tard, condamnant sans embâge, sans aucune nuance, condamnant le mur construit par Israël à plus de 85% dans le territoire palestinien, et tout le système qui y est attaché, c'est-à-dire les colonies, les barrages, ce qu'on appelle les checkpoints, les routes de contournement. Il faut être clair, la Cour internationale de justice a condamné cela et l'ONU l'a repris dans une résolution. Vous trouverez tous ces textes-là dans les dossiers qui vous sont remis. Il y a une clause à la fin de cet avis qui est régulièrement oubliée. Et elle est fondamentale, parce que c'est là l'indication, la piste, la perspective pour les États et pour l'ONU et pour tous les acteurs qui sont impliqués. Je vous lis ce texte parce qu'il est vraiment fondamental. Tous les États, c'est comme ça que se termine l'avis de la Cour de justice, sont dans l'obligation. Ce n'est pas une possibilité. Ils sont dans l'obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction. Première chose. Deuxième chose, tous les États partis à la 4e Convention de Genève, etc., ont en outre l'obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention. On oublie ça régulièrement. On dit oui, la Cour a condamné. Alors pourquoi y a-t-il eu l'appel des Palestiniens? Parce que depuis cet avis, rien n'a changé, bien au contraire. Donc 2005 le rappel. Deuxième niveau de législation qui est à l'œuvre, nous sommes au niveau des réglementations. La Commission européenne, l'Union européenne, à partir de janvier 2014, a mis en vigueur ce qu'on appelle les guidelines, les lignes directrices, en vertu desquelles toutes les entreprises, institutions et fondations basées dans les colonies israéliennes sont exclues du bénéfice des subventions de l'UE, des bourses, des prix, des prêts financiers, etc. Voire les exclusions réalisées par le Fonds de pension du Luxembourg vis-à-vis de 62 entreprises de différents pays, dont 9 entreprises israéliennes, dont 5 banques israéliennes et la société Elbit, dont le siège au Luxembourg est ici à côté. Donc voilà, lignes directrices. Ces lignes directrices, qui datent de janvier 2014, ont été concrétisées cette année en juillet par une directive, pardon ? 2014. En 2014, oui, mise en œuvre dans une directive qui dit interdiction de l'importation des volailles et des œufs en provenance des colonies. Donc ça, c'est un 4e aspect. 5e aspect, le ministère luxembourgeois des Affaires étrangères, comme toute une série de
d'autres gouvernements de l'Europe, la France, la Belgique, les Pays-Bas, amis d'Israël et encore d'autres, ont envoyé à leurs entreprises un message, un avertissement, ici à Luxembourg, 3 juillet 2014, les avertissant que la coopération, la collaboration, sous quelque forme que ce soit, avec des entités qui se trouvent dans les colonies, risquait de leur poser de sérieux problèmes juridiques et autres. Et donc c'est une mise en garde qui montre bien que l'esprit est en train de changer et que les concrétisations sont en route. Donc au-delà de tous ces textes, voilà un peu l'ensemble des textes et des réglementations qui sont à l'œuvre. Il y a bien sûr toutes les prises de position politiques répétées de l'Union européenne et du gouvernement luxembourgeois à plusieurs reprises, disant très clairement que les colonies sont illégales et que les colonies et l'augmentation des colonies et leur développement est un obstacle clé, un obstacle majeur à la paix. Comment sommes-nous informés de ce qui se passe sur le terrain? Nous sommes informés de ce qui se passe sur le terrain par de multiples sources, israéliennes et palestiniennes. Nous sommes surtout informés en ce qui concerne le boycott des investissements sanctions par une organisation israélienne avec qui nous travaillons régulièrement, qui s'appelle Who Profits from the Occupation. Vous allez sur leur site, vous avez un répertoire de toutes les colonies, vous avez un répertoire de toutes les entreprises qui sont présentes dans les colonies, et vous avez un répertoire de tous les biens qui sont produits dans les colonies. On a vraiment toute l'information qu'il faut. Hein? Tout peut être étayé, à l'exception d'un problème, qui est un de ceux dont je vais vous parler maintenant. Un problème que M. Hasselborn a abordé hier dans son interview donnée à RTL, à laquelle nous participions, Nathalie et moi-même. Bien sûr, les produits qui nous arrivent d'Israël sont étiquetés « Made in Israël » ou bien « Provenance de point Israël ». Il se fait que beaucoup de produits qui sont étiquetés « Made in Israël » ne sont pas « Made in Israël », ils sont « Made in Palestine », c'est-à-dire ils sont « Made » dans les territoires palestiniens occupés qui ont été appropriés et qui sont devenus des colonies. Donc il y a, de ce point de vue-là, toute une série de problèmes qui se posent. Premier problème, les consommateurs sont trompés, ils sont induits en erreur sur l'origine, et la connaissance de l'origine est un droit fondamental du consommateur, défendu par l'Union européenne et défendu par l'Union luxembourgeoise des consommateurs. Il y a mensonge sur l'étiquetage. Et lorsqu'il y a mensonge, il y a aussi tromperie, parce que toute une série des produits qui proviennent des colonies, surtout au niveau des agrumes, pour brouiller les pistes, nous le savons, sont mélangés avec des produits venant d'autres pays, des patates, des pommes de terre qui viennent d'Israël et qui sont mises avec les pommes de terre du Chili, etc., etc. Les Israéliens ont trouvé toute une série de techniques et de tactiques. Il y a une bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne est en train d'aboutir à un processus de presque 10 ans pour réglementer l'étiquetage d'une manière qu'on va espérer efficace. Mais le problème de l'étiquetage est-il le seul problème? Est-il le vrai problème? L'étiquetage est un problème et il faut le régler, puisque les consommateurs ont droit. Mais ce dont il s'agit ici, c'est de l'importation elle-même de ces produits. Et l'Union européenne l'a bien compris, puisqu'ils ont déjà commencé, à travers leurs guidelines et l'interdiction de l'importation des volailles et des œufs, hein, ces produits ne devraient pas être importés dans l'Union européenne, puisqu'ils sont entachés de la corruption de leur mode de production, de leur lieu de production et de leurs moyens de production. Et c'est ce que Nathalie et moi nous avons ajouté par rapport à ce que M. Hasselborn disait hier. Alors, dans notre campagne, ce sur quoi nous insistons auprès des consommateurs, des grossistes et des commerçants, c'est que, à travers leurs pratiques, leurs achats, le fait qu'ils se fournissent auprès d'Israéliens, etc., ils participent consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement, surtout indirectement, à tout le système de la colonisation et de l'occupation qui amène à produire ces choses. Et nous, bien sûr, nous travaillons surtout au niveau
fruits et légumes au niveau produits qui sont soit identifiables comme venant des colonies, c'est le cas de SodaStream. SodaStream vient de la colonie de Michor et Domim. Il n'y a pas à... Là, mais Cactus a décidé de ne pas interdire sa vente. Ils ont accepté de ne plus vendre provisoirement des fruits et des légumes. À propos des fruits et des légumes, nous savons que la plupart sont produits dans les colonies, mais on ne peut pas en faire la preuve systématique. Les photos que vous avez peut-être vues hier sur RTL, que nous avons, pour des lieux où nous sommes passés, nous sommes allés, montrent clairement qu'il y a un tas de fruits et légumes qui sont produits dans les colonies, mais on n'a pas la preuve nécessairement pour tout. Troisième problème. Donc il y a un problème au niveau des consommateurs et des grossistes et des commerçants. Vont-ils continuer, sachant cela, mais ne sachant pas faire la preuve, eux, que ces produits viennent ou ne viennent pas des colonies, puisque les Israéliens certifient aux grossistes que ces produits ne sont pas faits dans les colonies. Mais nous savons très bien, et l'affaire Brita l'a montré, qu'il y a tromperie. L'affaire Brita, qui a condamné, la Cour européenne de justice a condamné Brita pour l'exportation de SodaStream en étant détaxés. Ils peuvent importer, mais ils doivent payer les taxes. Ils ont été condamnés à payer les taxes. Les taxes, la détaxation, c'est sur les produits israéliens qui viennent d'Israël. Oui, juste entre parenthèses, donc Brita est une entreprise qui est distincte de SodaStream, mais ils produisent aussi ces fontaines ou ces systèmes pour avoir de l'eau fraîche, et aussi peut-être vous connaissez les filtres, on les trouvait à un moment donné à Auchan. Oui, donc vous trouvez ça. Au niveau de l'Allemagne, en fait, c'est l'entreprise importatrice qui s'est trouvée en fait en porte-à-faux, puisqu'elle pouvait faire bénéficier ces produits donc de la détaxation. Comme s'ils étaient produits en Israël, donc en vertu d'un accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Donc il y a tromperie à l'étiquetage et il y a tromperie aussi au niveau des déclarations des autorités israéliennes au niveau des certificats. Les douanes sont complètement dépassées, mais voilà... il y en a un qui n'est pas passé par le mail du filet. Ça représente des centaines de millions d'euros chaque année, cette détaxation. Bon, dernière chose, en laissant ce commerce continuer, l'Union européenne, ses États membres, le Grand-Duché de Luxembourg, dérogent à leurs obligations et sont dans l'incohérence entre leurs déclarations et leurs pratiques. Les nombreux avantages dont jouit Israël à travers le commerce qu'il a avec l'Union européenne, et l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël, ne l'oublions pas, fait d'Israël un quasi-membre de l'Union européenne, un quasi-membre qui est exempté de respecter toutes ses obligations au niveau du droit international. C'est très grave. De ce point de vue, nous sommes loin des sanctions. BDS. Just zwei wieder vielleicht wir 4 Gänge sind an der Combine was Produkte an den Supermärkten angeht, also schon mal für 3 Jahre ungefähr angefangen, eine Art Inventaire zu machen an den Supermärkten, wo man geguckt hat, was Kinder aus den Kolonien kommen, wo man eben von den Rapporten von Who Profits from the Occupation wissen, dass die Produkte können aus der Kolonie kommen, dann haben eine Art Inventaire gemacht und dort sind den jeweiligen Supermärkten Briefe geschrieben, das waren da wie der online vielleicht gelesen hat, das stimmt nicht, dass man quasi alldäglich Manife gemacht haben, die Moyen Hummer nicht. Wir haben aber 2, 3 Briefe geschickt, wo man sie gefragt haben, wie das da wie so und so, die Rapport ging belegen, dass guten Teil, zum Beispiel 80%, ich weiß nicht, ob da gesehen, wenn da im Supermarkt so die Erbfrösche kauft, wie sich Basilik oder die kommen ganz oft aus Israel und 80% von denen sollen aus der Kolonie kommen, who profits from the occupation. Also wie gesagt, sie machen ein richtig Detektivarbeit, sie gehen auf dem Terrain, es sind Israelien, die gehen an die Kolonie, gucken sie mal Fotos und sie sehen
gesehen dann noch dem Moment muss sich schwerstellen die Kolonien das sind nicht Kolonie residentielle aber eben noch Kolonie industriellen an agricole das ist das enorm zehren wo drauf steht dann die jeweilige Mark an sie können retraceieren was Marken umgeht wo die produziert kind das anscheinend ihre Rapporte nur 80% von den Erbfresh gegen an die Kolonien produziert gehen bei den Datteln zum Beispiel mit Joule gingen da 50% ungefähr davon aus der Kolonie kommen weil am Westjordanland eben den östlichen Teil vom Westjordanland die besat aus das nennt sich der Jordan Valley das ist der fruchtbarste Teil vom Westjordanland 95% von dem Boden wird von der israelischen Armee kontrolliert a besat an du gin riesig Zeren also du gin net riesig Zere mat eben am Ubau vun Datteln vun Drauwe vun eben vun Ursa gemäß also da das bewiesen du gin Foto mir war selber vun 3 Jo mir hunn die Zere gesinn das neicht wat aus der Luft gegraf was wie gesagt an ja, op Basis von den Rapporten vom internationalen Recht mit Supermarché geschrieben an eben gefrot wie der sie gingen sich aber europäer und jeweiligen Internetseiten trotzdem beim Ethik berufen op eng verantwortlich Kommerzialisation ganz tags an ja mir sind eng von enger Reihe von hinnen ignoriert gehen mir eben vom Naturata vom Kaktus nicht ignoriert gehen an du eng eben eng Rencontre proposiert ja schmengen Zwi kann wie gesagt das Naturata die Entschädung du geholt hat Kaktus pardon Kaktus die Entschädung geholt entschuldigt an ja du si mal lo an schmengen das aber interessant dass da bisschen mehr thematisiert geht weil wirklich aus wo nicht immer Menschenrechte geht mir wirklich um den droit à l'information vom Konsument im heute Fall das war le plus ou moins démarche tu veux peut-être dire quelques derniers mots Et je voudrais ajouter par rapport à ce que tu as dit nous travaillons bien sûr au niveau du boycott entre guillemets mais aussi au niveau du désinvestissement. Désinvestissement, ça veut dire inviter des organisations, des institutions, y compris des organismes d'État, de recourir aux services ou aux biens fournis par des entreprises qui sont liées directement à l'occupation. Je ne prends qu'un exemple qui est G4S, G4S, qui est un des principaux protecteurs de bâtiments ici au Luxembourg, y compris de la Cour de justice de l'Union européenne. G4S est une des entreprises qui participe directement à l'occupation, à la colonisation, à travers tous les services qu'ils rendent dans les prisons, le mur, etc. Nous sommes en contact donc avec les ministères, avec le ministère du Commerce, avec le ministère des bâtiments publics, etc., pour les informer de cette chose et pour montrer avec d'ailleurs le cercle des ONG, dans une démarche commune, les incohérences qui existent entre le droit international, les déclarations du Luxembourg et la mise en œuvre de ces politiques. Et donc, avec le cercle des ONG, nous travaillons beaucoup à cette question de la cohérence, mais en mettant en œuvre au plan concret. Donc, nous allons certainement dire quelque chose par rapport à la prochaine mission commerciale qui va partir ce mois-ci ou mi-octobre en Israël. Avant de vous faire part de quelques clarifications, je vais rajouter quelques petits éléments par rapport aux interventions de mes collègues. Donc juste pour un rappel, l'occupation, donc on parle de l'occupation de la Cisjordanie, elle date de juin 1967. Celle de Gaza, on en parle moins, puisque c'est un autre type d'occupation, par l'extérieur. Vous savez que Gaza est devenue une prison à ciel ouvert, donc c'est un cas différent, mais ce sont donc les deux territoires, plus le Golan, qui ont été occupés en juin 1967. Donc on parle bien de l'occupation de 1967, qu'on soit clair. Aussi, concernant les colonies, il faut savoir que certaines colonies sont de véritables villes. Quand on entend le mot colonie, parfois on pense un peu à des paysans, des pionniers. C'est parfois le cas. Enfin, ce sont des pionniers en général ultra-religieux, avec mitraillettes et signes extérieurs de convictions religieuses. Dans les villes, c'est un peu différent. Ce sont souvent en fait des Israéliens qui s'installent là-bas parce que c'est bien meilleur marché et qui ne sont pas du tout des idéologues. Mais effectivement, ceux qui font avancer la colonisation, surtout vraiment à l'intérieur des terres et près du Jourdain, ce sont les plus fanatiques. Et bien sûr, à Jérusalem, qui est aussi un cas très particulier. Bon, mes collègues l'ont évoqué rapidement, mais la colonisation, il faut savoir que ce sont des situations humaines terribles.
Ce sont des terres sur lesquelles les paysans ne peuvent plus cultiver, alors que la Palestine est un pays profondément agricole. Vous connaissez l'huile d'olive de Palestine. Donc on leur enlève leurs moyens de survie. Ensuite, ils n'ont pas d'autre choix qu'aller se faire employer dans les colonies. Alors après, nous avons des personnes très sensibles ici qui disent « oui, mais l'appel au boycott, vous allez en fait nuire aux Palestiniens qui travaillent dans les colonies. » Oui, il y en a qui travaillent dans les colonies parce qu'ils n'ont pas le choix. Que vous avez des enfants à nourrir, que votre économie est détruite, que vous ne pouvez plus vendre vos produits agricoles parce qu'il y a des checkpoints, vous ne pouvez plus passer d'une zone à une autre, vous ne pouvez pas exporter. Il faut bien travailler là où il y a de l'emploi. Et ils sont employés dans des conditions très, très mauvaises et bien sûr à des salaires moindres que ce qui se pratique en Israël. Donc pour répondre à cette inquiétude, sans doute légitime, et comme vous le disait Michel et Nathalie, cette initiative a été un appel de la société civile palestinienne en 2005, voyant que rien ne fonctionnait, que les pseudo-négociations de paix n'arrêtaient pas de se poursuivre, quand il n'y avait pas une guerre, après il y en avait une autre. On fait cet appel, donc ce ne sont pas des politiques qui l'ont fait, ce sont vraiment des personnes sur le terrain, des ONG, de social, de santé, de développement, de coopération, en étant tout à fait consciente des risques économiques et en les assumant. Ça a été le cas en Afrique du Sud, je me souviens très bien, j'étais gamine des discussions, oui, mais les Noirs, ils vont être impactés. Oui, mais les Noirs, en l'occurrence, c'était leur volonté, parce qu'à un moment donné, au-delà du confort, de la survie quotidienne, effectivement, il y a la bataille pour la dignité. Voilà. Et oui, aussi un autre point en complément concernant le Luxembourg. Vous le savez peut-être, la Chambre des députés a voté une résolution appelant à reconnaître l'État de Palestine au moment opportun, et dans une résolution qui aussi met en valeur ce problème des colonies, qui n'est donc pas un problème secondaire, mais au contraire le problème crucial dans un règlement pacifique de la question israélo-palestinienne. Concernant les clarifications, il y a différents points, vous avez certainement vu sur les pages Facebook, ça circule un peu à gauche, à droite. Pour nous, certaines sont quand même assez importantes. Pour nous, c'est évident qu'il faut remettre un peu les pendules à l'heure. On nous accuse souvent d'être pro-palestiniens, anti-israéliens. Bon, c'est une manière peut-être un peu courte, parfois un peu facile aussi de taxer les différentes personnes ou les groupes. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Nous sommes contre l'occupation. Il y a une situation qui est claire. Il y a un occupant, il y a un occupé. Il y a un occupant qui est une des puissances nucléaires au monde, la seule dans la région, qui est le premier allié de la première puissance mondiale actuelle, les États-Unis. Un État très développé, haute technologie, très bien armé, qui vend d'ailleurs son expertise un peu partout dans le monde, ici aussi d'ailleurs. Et de l'autre côté, un peuple qui se défend, comme il en a le droit, selon les conventions de Genève. Un peuple occupé a le droit à la défense. Nous avons toujours condamné les attentats suicides aveugles contre les populations civiles, mais nous n'allons pas condamner un peuple qui doit prendre les armes pour se défendre. Est-ce qu'on a condamné les résistants qui ont pris les armes pour se défendre ? Donc, nous ne sommes ni pro-palestiniens ni anti-israéliens. On travaille main dans la main avec beaucoup d'associations israéliennes. Michel citait We Profit, mais d'autres. Nous avions il y a quelque temps l'ONG Breaking the Silence, donc des soldats, ex-soldats qui témoignent de ce que c'est que l'occupation, de ce qu'on leur demande de faire, de terroriser la population en permanence, pensant qu'ainsi elle se tiendra tranquille, et bien d'autres que vous pourrez voir sur notre site internet. Concernant donc le fait de nuire aux Palestiniens, j'en ai parlé précédemment, il y a un autre risque de glissement sur lequel nous sommes très attentifs, mais sur lequel, on va dire, les personnes qui ne partagent pas nos opinions ne le sont pas. C'est cette confusion qui est faite volontairement par beaucoup, involontairement par des personnes peut-être moins informées, entre Israéliens et Juifs. Donc nous parlons toujours de colonies israéliennes dans les territoires occupés palestiniens, ou dans la Palestine, puisqu'il y a eu une reconnaissance, on va dire, partielle d'un État de Palestine. Nous ne parlons jamais de colonies juives. D'ailleurs, en Israël, ils ne se gênent pas, ils parlent de colonies juives. Bon, en Israël, il n'y a pas ce problème-là, donc c'est clair qu'on y parle... Oui, d'implantation, voilà, d'implantation juive. Et dans Jérusalem, c'est clair que c'est une judaïsation de Jérusalem. Et il n'y a pas de honte à le dire, dans la mesure où Israël se réclame comme étant l'État juif.
Par contre, ce qui est évident, pour moi, c'est une instrumentalisation. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis juive, athée, mais on va dire juive d'héritage. C'est une instrumentalisation d'une religion et d'un ensemble de personnes qui vivent dans le monde, qui sont juifs de tradition, d'origine, de conviction, et qui ne soutiennent absolument pas cette politique. Et donc il y a un glissement sur le terrain religieux ou identitaire qui en fait est là pour décrédibiliser, délégitimer l'action, on va dire, anti-occupation qui est menée à travers le monde. Bon, à titre personnel, je trouve ça assez odieux parce qu'on arrive, je vous le montre, bon, parce que c'est gros, quoi, mais bon, voilà, et donc c'est un site d'information, bon, qui s'appelle un site d'information juif, mais qui pour moi n'est pas que juif, il est surtout pro-politique de l'occupation, voilà, qui parle de l'affaire Cactus. Cactus, une opération marketing gratuite dans le monde entier, et donc voilà, le BDS égale... Voilà. Donc c'est une manière de dire, comme ça a été le cas en France, hein, il y a eu des procès en France, c'est une manière de dire quand vous appelez au boycott des produits des colonies israéliennes, c'est comme lorsqu'on appelait au boycott des magasins juifs en Allemagne dans les années 30. Je trouve ça absolument odieux. C'est une manipulation. On ne peut pas comparer, je vous ai déjà décrit ce que c'est que l'État israélien, et comparer des individus, une minorité qui vivait en Europe, qui n'avait aucune armée, qui n'avait aucune structure pour les soutenir, qui se considéraient comme allemands, français, polonais, russes, et qui se sont retrouvés effectivement boycottés, et puis pour que ça soit mené jusqu'aux chambres à gaz. Donc c'est absolument intolérable, et je trouve que c'est un manque de respect pour ce qui s'est passé, pour la génocide, pour la Shoah, parce qu'en fait, ça banalise. Ça banalise ce qui s'est passé en Europe. Alors, bon, voilà. Donc ça, c'était une dimension vraiment qui, pour nous, est importante et sur laquelle on veut et on tient à être clair, parce que les dérives existent, c'est certain. Ensuite, on nous demande pourquoi vous critiquez Israël. Il y a bien plus de conflits meurtriers, sanglants. Et regardez maintenant la Syrie. Ça, vous pouvez le voir beaucoup sur les réactions dans les pages Facebook. Bon, je crois que vous avez certainement aussi vos convictions. Il y a différents niveaux de réponse. Une des réponses, c'est que c'est quand même un des conflits les plus longs. Hein. Il y a une occupation depuis 50 ans. Bon, le conflit lui-même, il a presque 100 ans. L'occupation formelle, elle a 50 ans. Et Israël, en fait, on a l'impression que cet État en bénéficie. Coopération militaire, échanges académiques, échanges sécuritaires, considération, association à l'Union européenne, comme effectivement un quasi-État membre. Donc non seulement il n'y a pas de sanctions, mais il y a même, on va dire, ah bravo, c'est bien le travail que vous faites. Donc ça, sachant qu'Israël a ce statut d'allié des États-Unis, mais donc surtout pour ce qui nous concerne de l'Union européenne, c'est inacceptable pour nous, comme citoyens européens, d'accepter cette situation. On a plus à dire sur ce qui se passe, on va dire, dans notre cour, ou en tous les cas juste à côté de notre cour, qu'effectivement ce qui se passe plus loin. On parle de la Chine. Oui, effectivement, la Chine, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a certainement aussi des boycotts à faire, mais ça nous concerne. On a moins de prise là-dessus, et c'est plus lointain, et on n'a pas la même responsabilité. L'État d'Israël a dû être créé parce qu'il y a eu un génocide en Europe, qu'il fallait trouver une solution, et donc on a aussi une responsabilité pour protéger le peuple palestinien. Il y a différents éléments, on peut aussi dire que nous sommes des contribuables, donc notre argent sert à soutenir cette économie, donc on a le droit de s'exprimer. Il y a donc cette importance historique du génocide qui fait que nous avons une responsabilité comme Européens de nous exprimer, de nous engager. Il y a cette idée qu'Israël est une démocratie, que d'une démocratie on attend autre chose que d'une dictature syrienne, africaine ou autre. Et bien sûr, il y a aussi l'importance géopolitique de ce conflit-là qui nous concerne, puisque le Moyen-Orient, c'est juste à côté pour nous. Un reproche qui nous est fait, puisque la Syrie est dans l'actualité. Oui, regardez tous les gens qui meurent en Syrie et vous ne dites rien. Nous avons organisé il y a 2 ans, nous avons encore eu il n'y a pas très longtemps une conférence avec le reporter de l'Humanité Barbancet sur ces questions-là. Nous avons eu ainsi de conférences sur la Syrie pour essayer de comprendre ce qui se passe et de voir comment nous pouvons nous positionner. 6 conférences, donc je ne pense pas qu'on puisse dire que le comité se désintéresse de la Syrie. À vous la parole. Pourquoi les entreprises que vous avez contactées sont-elles si frileuses en fait, alors que
qu'il y a cette mise en garde du gouvernement et que les intérêts économiques qui sont en jeu ne semblent pas énormes. Quel est le problème? Je pense que les enjeux économiques sont, enfin, comment dire, bon, je ne veux pas parler pour Cactus, qui fait sa propre politique de communication, mais ils n'ont en tous les cas pas annoncé qu'ils allaient retirer SodaStream. Ils n'ont pas annoncé, voilà. Oui, c'est ça. Bon, moi, je n'ai pas eu d'information directe que... Il n'y a pas de produit de substitution à tous les produits dont on parle ici? Il semblerait que, par exemple, disons qu'en tout cas, SodaStream a vu leur campagne publicitaire avec cette actrice dont le nom m'échappe, oui. Johnson, voilà, elle est très réussie, donc forcément ça se vend beaucoup. Mais SodaStream est en crise profonde pour le moment, il faut le savoir. En raison du boycott. Oui. Je peux dire ceci, c'est qu'un certain nombre d'entreprises et de grandes surfaces dans lesquelles nous avons été présents, lorsqu'on a eu l'occasion de parler avec la direction ou avec le service d'ordre, ils craignent pour certains de leurs clients. Ils craignent que certains clients ne soient fâchés parce que bon, on ne fait pas de politique dans le commerce et on ne touche pas à Israël. Ça nous a été dit explicitement dans une des grandes surfaces du Luxembourg dans laquelle nous étions. J'oublie son nom. Ça nous a été dit à Deleuze. Oui, ça nous a été dit chez Deleuze. On peut comprendre qu'il y ait cette crainte par rapport à des clients et il y en a qui vont se retirer. Sur Facebook, vous irez voir. Mais il y en a un tas qui, par ailleurs, ont dit « Bravo, Cactus, maintenant j'irai plus souvent chez vous ». Il y en a qui ont ajouté « En espérant que vous irez jusqu'au bout de votre démarche ». Avec SodaStream. Mais je pense que dans la presse, enfin certains des quotidiens ont eu, lorsqu'il y a eu des articles publiés, soit des articles d'opinion, des articles de journalistes, ont eu des lettres avec des personnes qui ont dit « je ne m'abonne plus à votre publication ». C'est ça. Je pense qu'à partir du moment où on a un certain engagement, il y a des personnes qui n'apprécient pas et effectivement qui le font savoir. De manière polie, de manière discrète, haut et fort ou avec certaines pressions. Israël est un État qui est bien organisé, avec des ambassades, avec des structures de communication, avec un département, je ne vais pas dire de la propagande, mais bon, plus ou moins. Si. Et en plus, on va dire des Européens qui se sentent proches d'Israël, donc soit parce qu'ils sont juifs, soit parce qu'ils se sentent d'un point de vue familial, historique, émotionnel proche, qui, sans être des employés des ambassades, vont aussi contribuer à ces contre-campagnes. Et ces contre-campagnes, là où nous, on parle de Cisjordanie, de territoire palestinien occupé, ils vont parler de Judée-Samarie, qui est le terme biblique, oui, et ils vont dire, je crois que c'est même ici, la plus importante chaîne luxembourgeoise donc, a décidé de retirer la vente ses produits israéliens tant que ses fournisseurs n'apporteront pas la preuve que les marchandises ne sont pas produites en Judée-Samarie, territoire juif revendiqué par les Palestiniens. Vous vous rendez compte quelle inversion, territoire juif revendiqué par les Palestiniens. Voilà. Donc il peut y avoir certaines personnes, que ce soit dans des organes de presse, que ce soit dans des entreprises qui n'ont pas forcément envie qu'on leur fasse des lettres ou qu'on leur reproche d'être antisémites, indépendamment de la question financière. Mais 48 ans après le début des implantations, est-ce qu'on peut imaginer qu'une solution passe par le retrait des colonies et dès lors, à quoi bon les assécher? Ça, c'est une question très délicate. On en parlait d'ailleurs avec Yehuda Shaul, le fondateur de Breaking the Silence. Pour lui, c'est essentiel qu'on devrait se concentrer en tant qu'ONG pour une paix juste au Proche-Orient sur la question des colonies, parce qu'il semble qu'il y ait quand même en Israël une forme de consensus que les colonies, c'est pas bien. C'est pas bien, ça oblige nos soldats à faire des trucs, ils reviennent, ils sont traumatisés ou alors ils deviennent même violents. C'est quand même dangereux, nos jeunes risquent quand même de se faire tuer, même si c'est plus rare. Ça coûte de l'argent, ça nous emmerde. Voilà, donc les colons ou les fanatiques extrémistes sont quand même une minorité. Bon, avec le système politique israélien, c'est une minorité qui a un poids malheureusement important. Mais la question que vous posez est aussi effectivement une question pratique. Un demi-million de personnes, on ne va pas les reloger facilement. On a vu tout le cirque qu'a fait Ariel Sharon à l'époque, donc en 2005, pour évacuer. On ne savait pas très bien s'ils étaient 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 colons de Gaza, parce que plus on se rapprochait de la date de l'évacuation, plus on ramenait des colons.
je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'était partout dans l'actualité, c'était une catastrophe, quoi. Donc si c'est une catastrophe pour faire sortir 6000 colons, qu'est-ce que ce sera pour les autres? Donc il y aura la solution, elle passera probablement, du moins pour toute une zone, on va dire, qui est plus proche de la frontière, la ligne verte de juin 67, par des échanges de territoires. Mais bon, voilà, ça c'est une question un peu plus complexe. Il y a comme piste, il y a des échanges de territoires, et comme autre piste, il y a l'acceptation qui est proposée aux Palestiniens de reconnaître certaines grandes colonies autour de Jérusalem, mais qui serait une catastrophe, parce que reconnaître les colonies autour de Jérusalem, c'est accepter que la Palestine soit divisée en 2 ou en 3. Parce que si vous regardez toutes ces colonies, elles coupent littéralement la Palestine entre le nord et le sud. Par ailleurs, c'est fondamentalement injuste. Alors il faut chercher d'autres solutions. Bon, bien sûr, il y a les rêveurs, les idéalistes qui parlent d'une confédération israélo-palestinienne, mais personne ne l'imagine à court terme. Oui. Il faudra différentes étapes. Les Palestiniens ont tellement bavé qu'ils ont droit à leur propre État, à leur propre souveraineté. Et il y a même des Israéliens qui disent, si on est des Israéliens, on va dire, honnêtes, modérés, qui disent on leur a tellement fait baver aux Palestiniens, si on se retrouve dans le même État, ils vont vouloir se venger. Bon, donc, pour le court terme, il n'y a pas de quoi être optimiste. Vous savez, c'est l'engrenage qu'ils ont créé eux-mêmes, que les Israéliens ont créé, en 1967, lorsque la décision a été prise après la guerre, la victoire israélienne, ils avaient le choix entre 2 solutions, occuper ou bien négocier vraiment et utiliser leur position de force pour négocier. Ils ont décidé d'occuper. À ce moment-là, un tas d'Israéliens, juifs et non-juifs, des grands généraux de l'armée israélienne se sont retirés de l'armée, à commencer par le général Pellet, qui était un des artisans de la guerre de 67, en disant « Si vous décidez d'occuper, vous allez dans le mur. » Et ils sont dans le mur, mais ils ont mis aussi les Palestiniens dans le mur. Ils se sont mis derrière un mur, et ils ont mis les Palestiniens, parce que c'est une chaîne dont il est vraiment très difficile de sortir. Mais comme ils restent motivés, beaucoup de responsables restent motivés par l'idéal du grand Israël, de la mer au Jourdain, etc., ils continuent, ils avancent, et ils ne regardent pas trop sur le côté. Et donc c'est ça qui, sortir de ce cercle vicieux, ça ne va pas être évident. En termes mental, sortir du modèle, et en termes concrets, pratiques sur le terrain. Oui, d'autres questions ou réactions ou désaccords? Un type d'action comme celle-là, économiquement, ça peut pas être un levier très fort finalement, vu le peu de. Dans l'ensemble, de réaction, c'est surtout une manière de communiquer sur. Ce sont les deux. Ce sont les deux. C'est devenu les deux. Voilà, ce sont les deux, mais au niveau, sachant que c'est une campagne qui se fait partout dans le monde. Mondial. Si, il y a des entreprises, Veolia. Vous avez expliqué ce que oui, donc Veolia, une grande entreprise multinationale, je crois d'origine norvégienne, mais qui a un siège en France, etc., a renoncé à plusieurs de ses contrats pour plusieurs milliards. Je n'ai pas dit millions, pour parce plusieurs que la pression milliards. a été très forte, et donc ils risquaient de perdre d'abord leur image, de perdre des contrats par ailleurs, d'avoir aussi des partenariats qui peuvent prendre fin. Oui. Donc les conséquences peuvent être très réelles, soit directement, soit en termes de réputation pour les entreprises. Mais aussi au niveau du commerce, jusqu'il y a 2 ou 3 ans, on disait oui, mais BDS c'est surtout symbolique. Je m'excuse. Le gouvernement israélien, cet été, le gouvernement israélien, l'été dernier, a dit en toutes lettres, et ils l'ont répété à la Knesset, BDS est devenu une menace stratégique, je reprends les mots tels quels, pour l'État d'Israël. Parce que BDS commence à toucher à notre poche. Ça, c'est les termes qu'ils ont utilisés l'année dernière. Alors, juste une précision, le terme de Knesset, la Knesset, c'est la Chambre des députés israélienne. C'est ça, oui. Voilà, donc ça commence à avoir un impact économique, tant au niveau commercial du boycott, et davantage au niveau des investissements. Et il y a toute une série d'autres firmes que Veolia
qui se sont désinvestis. G4S est sur le grill pour le moment dans toute une série de pays et ils sont en train de commencer à avoir des doutes. Ils disent qu'ils vont se retirer des prisons, ils disent qu'ils vont se retirer du mur, mais ce n'est pas encore passé à l'acte. Orange, en France, vient de payer 600 ou 800 millions, je ne sais plus moi, de dollars, en compensation au fait qu'ils annulent leur contrat pour la construction, la maintenance du tramway qui traverse, qui va de Jérusalem-Ouest à la grande colonie de Malé-Adoumim. Ça, c'est Veolia. Ça, c'est Veolia. Ah oui, pardon. Non, Orange, excusez-moi. C'est un autre, c'est le contrat oui. pour le téléphone. Orange Israël. Oui, Orange Israël. Après, ils avaient décidé, et puis il y a eu tellement de pression qu'ils ont reculé, et puis hier ou avant-hier, j'ai appris la nouvelle. Et donc, par ailleurs, il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'universités, d'églises presbytériennes et autres, aux États-Unis, en Australie, etc., de syndicats, parmi les plus grands syndicats. Il y a de plus en plus de fonds de pension, comme celui du Luxembourg, qui décident de se retirer, d'adopter le boycott, ou le fonds de pension, ce n'est pas le boycott, c'est mettre en œuvre les critères qui sont prévus par le droit international, simplement. C'est pour vous dire que nous avons intitulé nos articles dans le Brennpunkt, on a parlé le tournant sud-africain. Le tournant, c'est le moment où ça commence à prendre et avoir un impact qui commence à faire réfléchir celui qui est en face. Il commence à... Et je donne un dernier élément. Israël a décidé cette année, mais il avait déjà décidé plusieurs années auparavant, en recourant au service d'une institution spécialisée d'analyse de l'opinion et de l'image, de consacrer des centaines de millions d'euros à contrer le mouvement BDS et à contrer les organisations qui travaillent pour une paix juste au Proche-Orient et qui travaillent, selon eux, contre Israël, etc. Nous, lorsque nous allons à Bruxelles, au Parlement européen, ou dans des institutions européennes, nous rencontrons régulièrement des dizaines et des dizaines de lobbyistes pro-israéliens. Un des membres de la commission nous a dit en sortant de l'ascenseur, « Messieurs, félicitations, vous venez. Mais sachez que eux, vous venez une fois par an. Eux, ils sont là tous les jours, toutes les heures, et ils ne sont pas 2 ou 3. Oui, ils ont un État derrière eux, donc oui, c'est pas comme un mouvement de base citoyen, ce que nous sommes. À vous. N'oubliez pas de vous servir en café. Profitez-en. Ah oui, il y a les croissants. Il y a des croissants aussi. Pardon. Chez Cactus, vous avez recensé les produits qui avaient disparu il y en a combien pas encore. Vous avez vérifié et vous n'avez pas eu de contact avec la direction de Cactus qui ne communique bien? Depuis, on n'a pas eu de contact. On n'a pas eu de contact. Mais on s'est dit qu'en hiver, on va devoir vérifier, parce que c'est en hiver qu'il y a beaucoup de produits, fruits et légumes des colonies. C'est-à-dire quand en Europe, on a très peu, c'est que il y a beaucoup de produits israéliens. C'est un problème d'approvisionnement temporaire? C'est un problème d'approvisionnement temporaire. Non, mais je veux dire la disparition de ces produits dans les Non, il y a eu un courrier, ils nous ont écrit. Non. Nous avons un courrier, je l'ai ici. En fait, c'est comme ça que ça a commencé, c'est que nous avons reçu le courrier. Bon, on n'est pas des professionnels, donc on n'a pas tout de suite pensé à faire une conférence de presse. Ce sont les réactions qui nous y ont poussé. Et on s'est dit, c'est quand même si c'était partiel, parce que dans leurs lettres, ils ne parlaient que des fruits et légumes. Ils ne mentionnaient rien d'autre, donc notamment pas SodaStream. Mais on a trouvé que c'était quand même un premier pas. C'était la première réponse qu'on avait, concrète, écrite, officielle, d'un commerce ici au Luxembourg qui disait, bon, étant donné la situation, ce que vous avez expliqué, le fait que les certificats, on ne peut pas leur faire confiance, on ne va plus donc vendre ces fruits et légumes. Vous avez une copie? Nous ne pouvons pas le donner parce qu'il c'est un courrier privé. Sinon, il faudrait être d'accord avec Cactus. Je l'ai ici, mais c'est Cactus. Avoir leur accord. Mais bon, il y a des citations. Dans le communiqué de presse, vous allez voir, il y a 2 phrases. La formule est reprise. Il y a 2 phrases entre guillemets qui sont reprises. Donc, on a mis cette information sur notre page Facebook pour la partager. Et c'est à partir de là,
que ça a été repris sur différents sites, donc jusqu'en Israël, et qu'il y a eu des réactions, comme vous savez. Et de l'ambassadeur d'Israël à Bruxelles, du consul honoraire ici à Luxembourg, avec des pressions de leur part sur Cactus pour qu'ils reviennent en arrière, etc. etc. Ce qui se passe dans tous les cas. Mais sachez aussi qu'il y a de très grandes surfaces, y compris en Suisse. Comment elle s'appelle en Suisse. Migros, oui, c'est ça. Migros, qui a adopté cette mesure, il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Johanna, hein, une des plus grandes surfaces en Suisse. Alors, je voudrais insister sur un point, pas tellement auprès de vous, mais parce que nous avons été attaqués très fort là-dessus. Nous n'avons pas fait de chantage, nous n'avons pas houspillé. Il y a eu un échange de courrier avec Cactus. On a eu une visite il y a 1 an. N'ayant pas de nouvelles, on a renvoyé un courrier en décembre ou en janvier. Et puis on en a renvoyé un en juin. Et ils nous ont répondu. Nous sommes allés 5 ou 6 fois chez Auchan. Auchan étant une des grandes surfaces qui a toujours refusé de nous recevoir. Et nous n'avons jamais, je vous le certifie, et d'autres qui sont là pourraient le compléter, nous n'avons jamais fait du bruit, nous n'avons jamais gêné le public, nous n'avons jamais fait comme on fait en France, mettre les produits dans nos caddies et puis laisser le caddie là, et des choses pareilles. Ce dont nous accuse Auchan. C'est une option que nous avons prise au Luxembourg parce qu'on connaît un peu la mentalité luxembourgeoise et nous savons que c'est par d'autres méthodes qu'il faut travailler ici. Et ils ont appelé, les 2 dernières fois, ils ont appelé la police. Nous étions partis à temps. Mais c'est pour vous dire, on a essayé de discuter avec le représentant du service d'ordre. Dans la première fois, il a été relativement conciliant. Et il nous a dit, d'accord, je vais en parler à la direction, je vais lui demander pour que vous soyez reçus. Nous n'avons pas eu de réponse, donc nous sommes revenus, c'est-à-dire nous venons à un groupe de 10, entre 10 et 15, par groupe de 3 ou 4, avec un caddie, et nous avons un t-shirt qui dit, le message, je ne vais pas le dire parce que j'ai peur de me tromper, qui dit simplement un message, et qui ne dit pas boycotter, messieurs, mais... Israël occupe la Palestine, écoutez, je refuse d'être complice, je n'achète pas les fruits de l'occupation. Oui, bon, c'est un appel déguisé à prenez vos responsabilités. On ne leur dit pas boycotter, on dit prenez... Bon, c'est simplement ça. Et donc, au nom de ça, parce que nous étions plusieurs, parce que nous étions censés gêner le public, nous avons été mis dehors. Hein. Et une fois, brutalement, Arthur a pu en faire... l'expérience, et brutalement au sens où ils nous ont arraché les flyers que nous avions en main. Nous n'avons jamais distribué un seul flyer à l'intérieur de Cactus, des grandes surfaces, on les distribuait à l'extérieur. Et à l'extérieur, nous avons été mis aussi sur le trottoir, parce que la propriété de Auchan, elle va jusque-là, elle va jusqu'aux arrêts de bus, là en bas. C'est pour vous dire que nous avons été très prudents et nous avons vraiment respecté les gens et même les grandes surfaces. Nous avons été accueillis, vraiment accueillis au carrefour de Thionville. Nous sommes en relation avec la directrice du carrefour de Thionville. Il y a toute une action en France à laquelle nous participons.